Bonjour Prisca Thévenot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci mais non merci. C'est la réponse de la CFDT, premier syndicat de France, hier à la proposition de François Bayrou de poursuivre les discussions sur les retraites jusqu'à la mi-juillet. Il reste qui pour discuter de cette réforme ? Il reste un certain nombre de représentants syndicats et patronaux, effectivement. Certains ont claqué la porte assez rapidement, il faut le dire, de ce conclave. Le plus important, ce qu'on peut se dire, c'est que ce conclave, beaucoup n'y croyaient pas et finalement a permis de tracer un chemin de dialogue, de construction. Mais pas Alors, d'accord, il n'y a pas d'accord. Pas pour le moment. On va se le dire, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, mais ce conclave a eu le mérite de remettre autour de la table un certain nombre de choses qu'on disait en 2023 et sur lesquelles on n'arrivait pas à être entendu. Par exemple, la nécessité d'avoir un équilibre à l'horizon 2030. Donc ça, c'est un désaccord. Pas de remise en Non, cause ça, des c'est un conditions. accord. Le fait que... Non, l'un des accords. Ah, pardon, excusez-moi. Pas de remise en cause des conditions d'âge de départ à 64 ans, amélioration de la retraite des femmes et des carrières hachées. Il reste des questions, et pas des moindres, sur la pénibilité, sur le financement. Exactement, mais vous voyez que déjà, il y a de la discussion, il y a un échange, et c'est tout l'enjeu. Et c'est là que nous voyons qu'il y a quand même une démarche qui est diamétriquement opposée entre ce conclave, le débat qui a lieu au sein de ce conclave avec les partenaires sociaux, et le débat qu'on a pu avoir au sein de la classe politique au moment de la réforme des retraites. D'un côté, il y a une volonté de dialogue, une volonté d'action, et de l'autre, il y avait simplement une volonté d'obstruction et d'opposition. Oui, mais quand même, François Bayrou qui dit hier, la CFDT ne participe plus aux discussions, le gouvernement va trancher. Mais il faut avancer. À un moment aussi, il faut pouvoir avoir une date de fin pour pouvoir mettre en place les étapes d'après. Alors, mi-juillet, c'est la date limite fixée par le gouvernement. Si les syndicats désertent, ça veut dire qu'on va réfléchir à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est intégration de certaines mesures dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Automne, examen du budget, possible censure du gouvernement Bayrou. On entend beaucoup qu'il joue la montre, le Premier ministre, qu'il essaye de gagner du temps. Du temps, pourquoi ? Et en fait, on parle beaucoup aussi de comment faire tomber le gouvernement, quelle est la censure. J'ai l'impression de retomber dans les débats de la fin de l'année dernière. Je pense qu'il faut peut-être se souvenir aujourd'hui que oui, il y a des débats politiciens et qu'on peut avoir, j'ai pas de tabou ni de totem dessus, mais regardons un peu et levons 2 secondes le nez de notre feuille. Nous avons des conflits qui reviennent dans le monde, pas loin de notre territoire. Nous avons des puissances qui se réarment et nous avons encore des libertés qui sont bafouées, notamment aujourd'hui, jour extrêmement symbolique pour une certaine communauté, la communauté LGBTQI+. On va en parler. Et on est en train de se dire que le rôle de certains politiques, depuis maintenant 2 ans, c'est d'être dans une instabilité politique permanente, de ne rien proposer dans le pays, d'être toujours en permanence contre tout et pour rien. Et ça, c'est vraiment responsable. Je peux vous parler de la LFI, je peux vous parler du Rassemblement national. Il n'y a pas de tabou sur le fait de dénoncer celles et ceux qui ne veulent pas nous faire avancer. Nous plonger dans l'immobilisme est un danger absolu dans le contexte actuel. Avant la possible censure de l'automne, il y a une motion qui a été déposée par le Parti socialiste et qui sera examinée dans les jours qui viennent. Elle a peu de chances d'être adoptée, notamment parce que le Rassemblement national préfère attendre l'examen du budget à l'automne. Ça veut dire que là, vous dites merci au RN ? Mais... Pardon, je ne dirai jamais merci au RN. Je dis simplement pourquoi au PS ? Pourquoi ? Vous voulez recréer une instabilité politique ? Est-ce que vraiment, je le redis, comme je vous le disais avant, est-ce que l'urgence, c'est de créer une instabilité politique ou l'urgence, c'est de se mettre autour de la table, de se dire que nous ne sommes pas d'accord forcément sur tout, mais que nous avons besoin de doter notre pays d'un budget. Un budget, c'est pas simplement un exercice comptable. C'est bien beau de se lever tous les matins dans l'hémicycle et le soir pour dire qu'on veut aider les étudiants, qu'on veut aider les ménages les plus précaires, qu'on veut aider les mamans solo, qu'on veut travailler pour l'écologie et l'environnement. Mais si derrière, on passe son temps à obstruer et empêcher, mais écoutez, c'est que des slogans. Hein. Alors, vous dites peut-être pas merci au Rassemblement national, mais est-ce que d'une certaine manière, vous êtes liés ? Est-ce que vous allez devoir prendre en compte les lignes rouges du RN autour du budget ? Est-ce que vous êtes dans les mains du parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella ? Je vais vous le dire assez simplement. Après la journée de jeudi que nous avons vécue, c'était une journée de niche parlementaire pour l'extrême droite, aussi bien l'UDR, puis finalement le Rassemblement national. Nous nous sommes mobilisés. Et c'est vrai qu'au sein du socle commun, comme il convient de l'appeler peut-être, nous avons été extrêmement mobilisés par rapport à d'autres nouveaux partenaires. Et donc, ce qui n'est pas toujours le cas parce que les députés du socle commun... on entend qu'ils ne sont pas forcément très présents à l'Assemblée nationale. Moi, je peux vous dire que je fais partie d'un groupe politique où d'ailleurs, je peux vous le dire assez simplement, le président de groupe le plus présent dans l'Assemblée, dans l'hémicycle, c'est Gabriel Attal. Donc on n'a pas de leçons à recevoir. Et moi, j'aimerais bien aussi que quand on a des journées aussi importantes que ça, c'est-à-dire une niche politique des extrêmes droites en France, que l'ensemble des partenaires du socle commun soient présents. Parce que c'est trop facile
de dire aux Français qu'on va faire barrage et de ne pas siéger quand on est censé le faire. Qui manquait jeudi ? Les Républicains. Et donc on n'est pas pour la niche fiscale et certains députés du Rassemblement national et UDR ne sont pas restés jusqu'à la fin de cette niche fiscale. Parce qu'ils n'ont pas su effectivement, perdu leur nerf en fin de journée vers 23h parce qu'ils n'ont pas su gérer leur niche parlementaire. C'est pas de ma faute s'ils ne comprennent pas encore le travail parlementaire. Ils ont posé un certain nombre de textes sur lesquels ils voyaient qu'il n'y avait pas de capacité de déboucher sur une possibilité de loi. Et à la fin de la journée, plutôt que de combattre les oppositions, d'être dans un débat certes dur, ils ont préféré partir. C'est pas très responsable et encore moins patriote. On va revenir un instant à François Bayrou et à son action, ou peut-être son inaction, selon certaines personnalités. Je pense à Édouard Philippe, dont le parti Horizon est l'un des acteurs du socle commun. Il ne se passe rien, dit-il. Il n'y a pas de socle commun, ajoute-t-il aussi. Cette alliance de circonstances entre Renaissance, le Modem, Horizon, les LR, est-ce qu'elle est enterrée aujourd'hui ? Non, elle n'est pas enterrée, il ne faut surtout pas laisser croire cela. Est-ce qu'elle est facile, est-ce qu'elle est fluide ? Non, je ne vais pas vous le dire aujourd'hui et quand même, je ne vais pas commencer à inventer une histoire. Je dis simplement que le socle en commun, en réalité, c'est un point commun. C'est exactement ce que Gabriel Attal dit. C'est un point commun pour la stabilité du pays. Ensuite, venir simplement commenter en disant que le pays est voué et condamné à être plongé dans l'immobilisme pendant 2 ans, c'est pas très responsable. Je le dis assez simplement parce que nous avons tous une capacité d'action, certes moins importante qu'avant, mais elle est toujours là. Et c'est ce à quoi nous sommes attachés avec Gabriel Attal. Continuer à exister dans le débat politique, non pas pour proposer des slogans pour 2027, mais pour agir maintenant. Et pour proposer une candidature pour 2027 ? Justement, pour ne pas être simplement cantonné à travailler pour 2027. 2027 n'existe pour personne, et encore moins les personnes du socle commun, si nous ne travaillons pas maintenant. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé sur la fraude, sur la délinquance des mineurs, que nous préparons des textes aussi sur les enjeux liés aux projets sociétaux comme sur les familles, etc. Nous devons continuer à agir. Alors, c'est pas facile, mais nous devons le faire de façon absolument résolue. Question de société, justement. Vous avez été, comme d'autres responsables politiques, confrontés à la violence des réseaux sociaux, à des faits de harcèlement. 21 ministres des pays membres de l'Union européenne, dont Elisabeth Borne, viennent de signer une tribune pour interdire les réseaux aux moins de 15 ans. Est-ce qu'il faut les interdire, les réseaux, ce qui paraît quand même assez compliqué, ou est-ce qu'il faut davantage sensibiliser nos enfants et mettre en place des outils ? Ce qui paraît compliqué en réalité, je vous le dis pas simplement en tant que députée, mais je vous le dis en tant que maman, c'est de se dire qu'aujourd'hui, nous avons l'univers des possibles et pas toujours les beaux, qui sont souvent dans la main de nos enfants au travers des réseaux sociaux. Et donc, soit on reste comme ça, les bras croisés, à les regarder et à déplorer, soit on agit concrètement. Et c'est ce que nous avons proposé au sein de ma famille politique Renaissance avec Gabriel Attal, qui dès l'hiver dernier, avait proposé d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il ne s'agit pas d'une simple interdiction, mais il s'agit aussi de protéger, de créer une bulle de protection, comme il le dit lui-même, autour de nos enfants. Et cette démarche-là, il ne s'agit pas simplement de la clamer, mais aussi de la mettre en œuvre. Et on travaille précisément avec la ministre du numérique, bien évidemment avec Madame Borne et d'autres, pour pouvoir avancer au niveau européen sur cette démarche et faire que peut-être la France soit précurseur. Dernière question, c'est aujourd'hui la 25e marche des fiertés en France et ailleurs. En Hongrie, elle a été interdite par le Premier ministre Viktor Orban. La Pride aura lieu malgré tout. 70 eurodéputés vont y participer, parmi lesquels Valérie Hayé ou l'Insoumise, Manon Aubry. L'institution européenne aurait-elle dû intervenir pour faire respecter les droits des citoyens de ce pays membre ? Et déjà, rappelons qu'effectivement, je crois qu'il y a plus d'une dizaine, 70 eurodéputés de toute obédience confondue qui vont pouvoir aller défiler et qui vont le faire, parce que nous avons aussi la décision d'un maire courageux qui a pris pour pouvoir organiser cette marche. Ce que rappellent ces eurodéputés, c'est que derrière ce moment qui est normalement un moment de fête, il s'agit aussi d'un moment de résistance, un cri que nous devons être capables de lancer, nous qui vivons dans un pays libre, là où d'autres ne le sont plus nécessairement. Libres de pouvoir exister librement, libres de pouvoir aimer tout simplement. Et donc oui, l'Europe doit rappeler le cadre communautaire. Être au sein de l'Union européenne, ce n'est pas simplement venir dans un club d'amis où nous partagerons quelques petites idées ensemble et puis le reste on mettrait de côté. Nous devons faire pression et continuer à le faire. Et tant que cela n'est pas mis en place, eh bien, l'argent de l'Europe ne pourra pas y aller. Merci beaucoup, Prisca Thévenot.